Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire l'inscription de Mayotte, du lagon de Mayotte au patrimoine de l'UNESCO. Le reportage qui suivra tout à l'heure nous donnera les explications quant à cette future et éventuelle inscription. On parlera également ce soir de ces enfants qu'on appelle les enfants du juge. Avec nous pour en parler Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors une expression que l'on connaît aujourd'hui à Mayotte, tout le monde en parle, mais au-delà de l'expression, on va surtout voir avec vous les problématiques qui sont soulevées ici, notamment en matière d'éducation et d'autorité parentale. Les explications tout à l'heure avec vous, mais d'abord voici les titres de ce mardi 1er mars. Comme l'avait promis le président de la CCI hier, une réunion a bien eu lieu ce matin concernant les problèmes rencontrés par les commerçants du marché. Cette fois, les représentants du conseil départemental et de la mairie étaient bel et bien présents et se doivent désormais de trouver des solutions concrètes. Comment éduquer ces enfants? Une question des plus complexes à laquelle de nombreux experts tentent de répondre, tandis que plusieurs modèles s'affrontent. Nous avons ainsi rencontré des parents qui disent ne plus pouvoir éduquer leur fils après qu'il ait déposé plainte pour maltraitance. Reportage. Inscrire le lagon mahorais au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est désormais l'objectif avoué par le conseil départemental qui a pour ce faire affecté une équipe qui travaille sur cet ambitieux projet. Mais alors, bonne ou mauvaise idée, nous sommes partis à la rencontre de la population pour connaître son avis. Suite à la rencontre qui s'est tenue hier entre le collectif composé notamment des femmes leaders, des membres du COSEM ou encore des commerçants du marché, une nouvelle réunion a eu lieu ce matin à la CCI. Cette fois, des représentants de la mairie du chef-lieu, du conseil départemental et de la CCI étaient présents. Objectif, trouver des solutions aux nombreuses difficultés rencontrées par les commerçants du marché. Des explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Comme promis hier, le président de la CCI a réuni ce matin les différentes autorités concernées par les problèmes du marché, à l'exception de l'État qui n'était pas représenté. Le président de la CCI a donc tenu parole et les discussions concernant les différentes problématiques ont ainsi pu être longuement développées. Alors aujourd'hui, c'est une suite donc de longues négociations sur essentiellement 3 points, qui est donc l'insécurité, aux abords donc du marché couvert, mais également de la vente à la sauvette. Et puis un deuxième point que nous traînons depuis des années, à savoir 49 commerçants qui sont dehors depuis la destruction donc, des cases d'entôle qui étaient à l'extérieur et qui ne répondaient pas donc, aux normes et qui présentaient bien entendu un paysage assez, disons, alarmant, puisqu'il n'était pas adéquat à, disons, à un territoire français. Les commerçants souhaitent également obtenir un référent à la CCI susceptible de faire remonter leurs doléances. Car si les vendeurs à la sauvette représentent un préjudice commercial, c'est bien l'insécurité qui inquiète le plus. En effet, pas plus tard que ce matin, un jeune muni d'un tchambo a semé la zizanie au marché. Si la population puis les forces de l'ordre se sont chargés de son arrestation, ce nouvel épisode montre la gravité du problème. Un problème qui n'est pas nouveau, comme le confirme le premier adjoint au maire de Mamoudzou. Les commerçants, notamment les commerçantes, ont la légitimité effectivement de nous saisir par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent en ce moment. C'est tout à fait normal que la mairie soit présente et que surtout la mairie essaie d'apporter, en partenariat avec les autres institutions, son aide et son soutien pour que nous puissions trouver une solution. Le problème numéro 1 qui a été soulevé par les commerçants et commerçantes, c'est le problème de la sécurité, en tout cas qui concerne la sécurité dans la zone. Si la sécurité à l'intérieur du marché concerne le département et la CCI seul gestionnaire, la mairie se doit d'assurer le maintien de l'ordre à l'extérieur et de résoudre le problème des vendeurs à la sauvette. Par rapport à la sécurité extérieure, cette sécurité est du ressort du maire et bien sûr de l'État également. Et pour ça, nous continuerons à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces ventes à la sauvette et ces ventes sauvages cessent assez rapidement. Je rappelle que c'est un travail que nous avons déjà fait, que nous continuons à faire. Mais c'est vrai, compte tenu de l'état général de la délinquance et de l'insécurité dans l'ensemble de Mayotte en général et dans Mamoudzou en particulier, il est vrai que nous avons été contraints
d'affecter les équipes dans d'autres zones, sur d'autres zones qui étaient en situation extrêmement urgente. Maintenant, il semble que les choses se calment un peu. Nous allons orienter l'ensemble de nos équipes vers le marché pour nettoyer, pour assainir cette place par rapport aux ventes à la sauvette. La municipalité semble vouloir prendre le problème à bras-le-corps, mais réclame néanmoins le soutien de l'État. En effet, seule une mutualisation des moyens, tant techniques qu'humains, pourront venir à bout des nombreux problèmes rencontrés par les commerçants. Des problèmes qui, après cette réunion, ne pourront plus être occultés par les autorités. Et en marge de cette réunion à la CCI s'est tenue vers 11 h une rencontre entre les défenseurs de la Smart et le conseil départemental. Le directeur général des services ou encore la première vice-présidente ont ainsi reçu une délégation afin d'évoquer l'éternel problème au port de Longoni. Si là non plus rien n'a vraiment évolué, le dialogue semble néanmoins bel et bien installé. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les rencontres se sont enchaînées ce matin pour le collectif composé des femmes leaders ou encore des salariés de la Smart. Mais cette fois, ce ne sont plus les problèmes des commerçants du marché qui vont être exposés, mais ceux de la Smart. En effet, sans activité depuis janvier, l'inquiétude est de mise dans les rangs des salariés qui craignent de ne pas être payés au mois de mars. Il était nécessaire à ce qu'on échange avec le département en tant que délégant du port de Mayotte par rapport à la situation que les salariés de la Smart vivent aujourd'hui, parce que nous savons tous qu'il faut qu'ils aient une activité et que ce n'est que cette activité-là qui leur permettra d'avoir un salaire chaque fin du mois pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc nous sommes venus pour alerter le département qu'il y a urgence à ce qu'il y ait une activité réelle pour la Smart. Ce qui s'est dit dans la réunion, c'est comme d'habitude, on a discuté, parce que nous, ce qui nous importe, les femmes leaders, c'est que les survies de la Smart. Et on est venu entrer en contact avec le conseil général pour savoir la suite, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que se fait, parce que la Smart doit survivre. De son côté, le conseil départemental ne s'en cache plus. Des avocats se penchent actuellement sur les différentes irrégularités qu'aurait pu commettre le délégataire MCG, afin, s'il ne respecte pas certains engagements, de rompre la DSP datant de 2013. Même si pour le secrétaire départemental de la CGTMA, l'objet de la réunion était tout autre. La démarche, nous ne sommes pas au courant qu'il y a une démarche qui est engagée par le département. Les démarches entre le département et le délégataire, ça ne regarde que nous, on n'a pas des éléments sur qu'est-ce qui fait le département aujourd'hui entre elle et entre lui, le département, et le délégataire. La seule chose que nous savons, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les salariés de la Smart n'ont pas une activité normale. Les femmes leaders, si elles réclament la dissolution de la DSP, disent ne pas être au courant des procédures en cours, tout en restant confiantes pour la suite. Le département continue à travailler, ils n'ont pas à nous dire ce qu'ils font, parce qu'on n'est pas leur patron quand même. Mais nous voulons l'assurance. Est-ce que vous l'avez obtenu? On continue d'espérer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les jours et les semaines passent, mais rien ne semble véritablement évoluer. Car si le conseil départemental s'est montré rassurant envers le collectif, c'est finalement Salim Naouda qui a le mieux résumé la situation. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Soujudan Waladi, père de 6 enfants, est actuellement accusé de maltraitance. En effet, l'un de ses enfants, âgé de 15 ans, a porté plainte à la police. Il n'adresse plus la parole à son père, qui de peur de représailles judiciaires, a cessé de surveiller son fils. Sans emploi, les parents du jeune homme se retrouvent aujourd'hui dans l'impasse et souhaitent, à travers le reportage qui va suivre, demander de l'aide. L'explication avec Shakila Issouf et Leslie Vimné. Le regard de ses enfants témoigne du désarroi qui frappe aujourd'hui cette famille. Résidant à Mayotte depuis plus de 15 ans, ce père de famille consacre tout son temps et son énergie à montrer à ses enfants le bon chemin. Seulement l'un de ses fils, El Hadj, se serait égaré. Pour le ramener à la raison et lui éviter de tomber dans la délinquance, il a eu recours à la violence physique, ce qui lui a valu une convocation au commissariat de police.
En 4 mois, j'ai continué à s'y faire, j'ai renseigné collège, haondoke ntsina huwasaidia mafundi mwanangu asijaja nshinda. Leo intia shoku lere kamba mwanangu aende tafanya sikuntra rudagon kalala. Ajanda auzu telefone. A 20 € 5 € ilishila tabunhatu. Lera na pares problemu tijasumdisa mtu wamlize telefone kasinambia tijahasira wamtako mula mwanangu bena komrisidza. Lera namrema Sibaki taharva quelques semaines, 2 semaines après, tijati jiparamba nsihiri wa komisaria Mamudzo. Namuro vulikiwa, tilo paramba wanangu duandro vulikiwa mba mwanangu andara ngua hoho mba wamua bubua, wamua fanya, yani wami méchant. La situation est telle que leur fils refuse toute autorité. Il traîne désormais toute la journée dehors, ne rentrant que la nuit. La maman nous explique avoir des problèmes de santé et ne plus savoir quoi faire pour faire entendre raison à son fils. Manjari ma avertissement ba no ban ba ta kasu jwa mrema wa tondo fungwa la ka to via ba ban kamo yo kan vi mana ban kamo wenda ta lensha da jaw o la ka ta soma Quran kasita yo mo hala swe kasira ngwa kasita soma manda la irungwa serikali no we ka to jwa Jesus ba misrongo mba mkine mafikira ya antu wa msarbiao mana wae wewe zuzit nasha nambia banamba mama nswami zonafanya anambiazo tumwambia tu swami mwana wangu sukali radi abo sijwamba e mafikira ya wantu wa msarbiao. Les autres enfants du couple ont été auditionnés et ont contredit les accusations de violence physique et mauvais traitement déclarés par El Had. Des examens médicaux ont été exigés par le commissariat de police. Les violences physiques n'ayant pas été révélées, l'affaire ne sera pas jugée au tribunal. Il n'en reste pas moins que le père de famille craint aujourd'hui que sans autorité son fils finisse par commettre l'irréparable, relançant une nouvelle fois la polémique concernant les enfants du juge. Alors Pierre, on a vu dans ce sujet une situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup de parents à Mayotte. Oui, effectivement, beaucoup de parents. Alors c'est une question très vaste, hein, le problème de l'éducation. Alors là, on le voit vraiment, des parents qui sont complètement démunis. Alors il y a des faits, effectivement. C'est un enfant qui, depuis pas mal de temps, est un peu à la dérive. Les parents s'en sont rendus compte. Il le voit souvent revenir avec notamment du matériel qu'il revend. Donc il est un peu dans un espèce de trafic et forcément il a été corrigé par son père. Il a été corrigé physiquement, hein, ça c'est avéré. La personne en l'occurrence qui l'a aidé dans les démarches, c'est l'infirmière de la scolarité puisqu'il est allé à la scolarité. Elle l'a aidé dans ses démarches. Donc c'est beaucoup comme ça que ça se passe dans ce genre de cas. Aujourd'hui on le voit, les parents sont un petit peu démunis. Alors c'est pas le premier cas. On parle souvent de cette problématique. C'est une véritable problématique. Comment réussir à éduquer ses enfants. C'est très compliqué. Dans un contexte difficile aujourd'hui, on le sait. Hein. Dans un contexte difficile, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a aussi tout aussi un système. On le sait qu'en France, dans la société, on a adopté, on se rapproche plutôt du système de société nordique. Au nord de l'Europe, on sait que par exemple, et c'est pour ça qu'on a adopté il n'y a pas très longtemps, l'interdiction de gifler par exemple son enfant, c'est interdit. Alors effectivement, dans l'éducation, battre ses enfants pour les éduquer, c'est quelque chose qui est interdit. Et voilà, je pense à juste titre, on peut éduquer sans maintenant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont reçu quelques gifles pour les remettre dans le droit chemin, pour aussi leur faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser et qu'à partir de là, voilà, là il a dépassé les limites. Donc c'est aussi ça l'éducation, c'est aussi montrer à l'enfant qu'en tant que parent, on lui montre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle d'enfant du juge parce que c'est sanctionné, c'est sanctionnable. On parle aussi de beaucoup de parents qui sont démissionnaires. Là, en l'occurrence, on voit que ces parents sont tout simplement démunis, ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes, des dispositifs qui sont mis en place pour les aider, justement? Alors non, c'est justement là où effectivement, on le voit, il y a eu un changement dans notre société à ce niveau-là, où on se rapproche, comme je disais, des pays nordiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait une certaine autorité qui était le fait de, notamment à l'école, où les maîtres d'école avaient beaucoup de pouvoir, ils avaient beaucoup aussi d'influence sur les enfants, d'autorité. Aujourd'hui, on le voit, on l'a vu plusieurs fois à Mayotte, notamment dans les collèges, où ce sont les enfants qui s'en prennent aux professeurs et qui souvent, lorsqu'ils s'en prennent aux professeurs, sont bien moins sanctionnés que dans le cas inverse.
si on reprend 20, 30 ans en arrière, il y avait une certaine autorité de la part des maîtres d'école qui même parfois allaient jusqu'à violenter les enfants pour se faire respecter. Alors ça a changé, je pense, en bien. Maintenant, je pense qu'on est passé dans une frontière, on a un peu du mal à trouver un cadre qui correspond bien entre éducation et effectivement quel type d'éducation mettre en place et quel type de sanctions mettre en place. On a un peu du mal et on parle beaucoup d'enfants rois, d'enfants du juge, notamment à Mayotte. Donc c'est une vraie problématique, c'est une problématique de fond. On sait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'experts, de psychologues, de sociologues, d'ethnologues qui étudient cette question, comment doit-on éduquer ses enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un cadre il faut leur apprendre, et il faut leur apprendre qu'il y a des limites à respecter. Alors parfois, c'est la peur, on fait peur à son enfant en lui imposant une autorité comme ça. Parfois, certains vont jusqu'à violenter l'enfant. Voilà, il y a beaucoup de... C'est compliqué en tout cas. Alors on a beaucoup, cette mère, elle parle également de l'école coranique, on l'a vu. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se tourner également vers ce système? On a vu beaucoup les caddies intervenir quant à cette délinquance juvénile. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans ce sens? Écoutez, je ne sais pas à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il y a des enfants, en l'occurrence, qui arrivent à se raccrocher à ça, justement, pour trouver cette frontière entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Effectivement, je pense que l'école coranique est véritablement quelque chose qui peut permettre à ces enfants de revenir dans le droit chemin. Il y a d'autres enfants, comme apparemment celui-ci, qui au contraire s'y perdent parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, certaines valeurs qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas, et du coup, ils s'y perdent un peu. Donc, en fonction des enfants, c'est aussi là toute la difficulté, c'est que on le voit, les enfants dans cette famille réussissent. En fait. Tout à fait. Il y a des enfants qui réussissent très bien, ils réussissent tous dans cette famille. Ils ont de très bonnes notes à l'école. Elle nous a montré les bulletins scolaires, elle nous a montré beaucoup de choses. Lui, il a beaucoup de bulletins négatifs, il a beaucoup d'avertissements, et pourtant, ils ont peut-être reçu la même éducation. Donc, on voit aussi la difficulté en fonction de la personnalité des enfants. Donc c'est très compliqué. Effectivement, il y a beaucoup d'écoles et il y en a beaucoup qui perdent les repères puisqu'ils perdent justement cet enseignement coranique qui permet à beaucoup d'enfants d'avoir des bases sur le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc effectivement, ça peut être une solution. Pour d'autres enfants, apparemment, c'est plus compliqué. En tout cas, tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, la justice est très sévère avec ça. À tort ou à raison, on ne sait pas. En tout cas, c'est un vrai débat au sein de notre société et qu'il faudrait, je pense, il faudrait en parler un peu plus et avoir plus d'avis qui tournent autour de ce débat. Mais on y reviendra dans nos éditions. Bien sûr, Pierre. Merci en tout cas pour cette intervention. Et on continue avec son lagon le plus vaste du sud-ouest de l'océan Indien. Mayotte abrite des habitats naturels remarquables. Le littoral accueille notamment 2 espèces de tortues marines et plus d'un tiers des plages recensées sont fréquentées par des femelles tortues en ponte. Mais malgré la réglementation nationale, des tortues sont encore trop souvent braconnées à des fins de consommation, faisant ainsi l'objet d'un commerce illégal. Pour preuve, une tortue braconnée a été retrouvée le 27 février dernier à Sazilé et dans le même temps, 2 nouveaux braconniers ont été interpellés à Moya. Ils seront jugés devant le tribunal correctionnel le 24 mai prochain. Les précisions avec Adèle Laurent. Le braconnage comme première cause de mortalité des tortues. En effet, en 2015, sur les 400 tortues échouées recensées par le REMAT, 320 le sont à cause du braconnage. Fondé en 2010, le réseau Échouage Maoré des mammifères marins et tortues marines a pour rôle de recenser ces animaux marins, de collecter des données et de les analyser, mais également de secourir ces animaux en détresse à l'aide des vétérinaires du réseau. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation principalement. Il y a aussi donc un plan national d'action en faveur des tortues marines qui a vu le jour récemment. Dans ces actions-là, bien sûr, il y a aussi la protection des habitats des tortues, donc les habitats nourriciers qui sont les herbiers. Et puis, il y a également des actions et pour lutter contre le braconnage et pour toutes les autres causes de mortalité des tortues marines, qui peuvent être notamment les collisions avec les bateaux, la pêche accidentelle, les attaques de chiens errants. Donc voilà, on a beaucoup d'autres causes sur lesquelles on lutte. Là, c'est un animal sauvage qui a besoin d'être protégé et qui est effectivement menacé par le braconnage. Ces pratiques illégales sont autant dues à des raisons culturelles et économiques qu'à la précarité touchant une grande partie de la population locale. Dans un même temps, les tortues marines sont une source d'intérêt grandissant pour le développement du tourisme. La lutte pour la préservation des tortues marines concerne donc tout le monde et chacun peut faire en sorte de préserver cet animal sauvage à son échelle.
Pour le grand public, déjà, le principal fait, la principale action, ça va être de nous appeler si jamais il y a une découverte d'un braconnage quelque part. Nous, ça nous permet ensuite de mettre en place les moyens de lutte sur les plages à cibler. Donc plus on a de données, plus on peut agir. Et puis essayer à son échelle de prévenir, d'expliquer aux gens si on a des connaissances qui mangent de la tortue, que c'est une espèce protégée, que c'est une espèce importante pour Mayotte et pour l'environnement Mayotte et pour le patrimoine naturel de Mayotte. Que ce soit sur l'aspect culturel mais aussi sur l'aspect touristique, c'est un animal qui est apprécié des touristes, donc c'est important que son habitat et que la population reste en bonne santé. Et afin de garder cette population de tortues en bonne santé, il faut des moyens logistiques et humains. La lutte contre le braconnage demanderait des effectifs à temps plein sur cette menace tout le temps. Et alors il y a beaucoup d'autres missions, mais il faut quand même savoir qu'il y a des avancées. Par exemple, il y a une présence quasi permanente depuis l'an dernier sur les plages de Charifou, donc au sud de l'île, et on a un braconnage qui a diminué. Alors bon, c'est pas la solution forcément. Cette présence, parce qu'elle demande énormément de temps aux agents, mais on voit que ça peut être efficace. Il y a quand même beaucoup d'actions, il y a des nuits de dissuasion qui sont faites, que ce soit par des associations ou par le parc marin ou par le conseil départemental. Il y a des moyens de lutte vraiment de contrôle et d'interpellation qui sont mis en place entre les services concernés, mais il faut savoir que c'est vraiment une menace importante et que ça demanderait énormément de temps. Et on est conscient de ça, mais il va falloir du temps pour agir. Ça ne sera pas du jour au lendemain et on aura vraiment besoin de moyens humains et logistiques. Même si les réglementations mondiales et nationales ont contribué à freiner le fort déclin des populations de tortues marines en interdisant la chasse et la commercialisation de ces espèces, cette protection reste insuffisante pour espérer une augmentation significative des effectifs. Il est donc important de mettre en place des actions telles que le plan national d'action en faveur des tortues marines qui concerne la période 2015-2020 et qui vise à instaurer des mesures de protection efficaces sur le long terme. Rappelons que la consommation de la viande de tortues marines présente des risques d'intoxication sévères et que le braconnage est une pratique illégale passible de 15 000 € d'amende, de la saisie des véhicules et bateaux et d'1 année de prison. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 1er mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le premier tour des élections présidentielles comoriennes se sont déroulés il y a plus d'1 semaine et les résultats provisoires continuent d'alimenter la polémique. Ainsi, une manifestation autorisée par la mairie de Moroni samedi a été interrompue par l'armée, chargée d'éviter tout rassemblement. Si certains crient à l'abus de pouvoir, d'autres se retranchent derrière des raisons de sécurité. Interrogé sur la fraude électorale massive dénoncée par nombre de prétendants à la fonction, le ministre de l'Intérieur et candidat en lice Oumed Saïdié dément. Selon lui, les écarts seraient trop faibles pour avoir été trafiqués. Quant au maire de Moroni, il entendait protester en organisant hier une journée ville morte. Si ce ne fut pas une réussite totale, les écoles et des commerces sont restés fermés, des barrages ont été dressés, tandis que seules les administrations et quelques marchés étaient ouverts. Préoccupé par la situation de l'un des pays les plus pauvres du monde, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a exhorté le gouvernement, les candidats et les institutions impliquées dans le processus électoral à respecter les règles. Sur proposition du préfet de Mayotte, un arrêté portant création d'un comité départemental de l'ordre des experts comptables a été pris. Publié hier au journal officiel, les premières élections de ses membres, autres que ceux désignés par le président de la Cour d'appel et par le ministre de l'économie, auront lieu avant le 31 décembre prochain. Créé en 1945, il est représenté par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et anime un réseau de professionnels libéraux. Le comité départemental mahorais sera mis en place en cours d'année. Outre la surveillance de la profession, il entend assurer la défense de ses intérêts matériels et la gestion de ses biens. Dotée d'un spectre de missions très large, cette institution encadre la profession afin d'éviter toute dérive ou erreur qui pourrait être commise. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises et l'économie locale, puisqu'en effet, sur tout le territoire français, Mayotte était la seule à ne pas bénéficier de cet outil, puisqu'elle dépendait toujours de la Réunion voisine. Le député Ibrahim Aboubacar s'est fendu d'une tribune libre hier sur l'insécurité.
Profitant de la mission de l'inspection générale des services, le parlementaire a souhaité s'exprimer publiquement. Il explique ainsi que depuis plusieurs années, chacun a pu voir évoluer les phénomènes d'insécurité dans l'île, 2011 marquant selon les forces de l'ordre un point de rupture, notamment dans l'appropriation de nouveaux phénomènes et modes d'agression. Le député souhaite un sursaut salutaire qui permette de reprendre en main la situation et estime que l'île en a les moyens, à condition que l'ensemble des efforts et des actions soient conjugués. Selon lui, les cadres d'intervention doivent également être rappelés et armés, car s'ils existent pour beaucoup, ils sont à créer ou à compléter dans bien des cas. Le député décrit donc la situation et propose des solutions pour lutter contre une délinquance devenue problématique numéro 1 sur l'île. Et enfin, le lagon Maoré pourrait bien être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en tout cas ce que souhaite le député européen Younous Omarji ainsi que le conseil départemental. En effet, une équipe travaille actuellement sur ce projet en recherchant et répertoriant les richesses du lagon. Une équipe assistée dans ses travaux par un comité d'experts internationaux sollicité par le conseil départemental. C'est donc tout naturellement que nous avons voulu savoir ce qu'en pense la population. Les réactions au micro de Shakila Issouf et Leslie Vimley. La beauté du lagon Maoré n'est plus approuvée. Les élus cherchent donc à impliquer la société civile lors d'ateliers de travail se basant sur un rapport de présentation décrivant le lagon de Mayotte élaboré par le comité d'experts internationaux constitué en 2014. Tout cela dans le but de faire classer le lagon Maoré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les personnes interrogées ce matin, cette idée pourrait non seulement valoriser Mayotte mais aussi être un moyen de la protéger. Ilago ya Maoré vumbulu harmoi dunia. En plus rieseye rirengele dzeke lago ya kweli jabokoyo ya kweli beli wasi de rifanya uchafi mwingi na ulata zipno za magari na ulata zitunyengi rizilata mabareju donc yonso na norio tinzuzuri lazimishwa rieseye yani serikali rieseye afanya intervention angalia wanata ndambo yanzi ya juhunu avelehe atomarke avele wafanye hazi wa unze ilago. On a un beau lagon. Et la preuve, c'est qu'on ne la voit pas parler les touristes qui arrivent. C'est une bonne chose et ce serait mieux que ça soit reconnu au niveau mondial. Et puis d'ailleurs, on la voit sur cet reportage, on en parle. Et puis je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne idée, c'est la façon de protéger les lagons, la richesse de Mayotte, c'est bien. Il faut les protéger parce que c'est important pour que tout le monde connaisse l'importance de tous ces lagons. Voilà. La protection, la préservation du lagon est l'affaire de tous, mais seulement une petite partie de la population semble en être consciente. Et malgré tous les efforts des associations et des institutions publiques, la contribution de tous est nécessaire à tous les niveaux, car en l'état actuel des choses, il semble difficilement envisageable d'obtenir cette récompense. Ça serait bien de le classer, au moins, même pour l'avenir, ils verront un lagon propre et puis, enfin, je l'espère, quelque chose de propre, quoi. Surtout que le trésor de Mayotte, il n'est pas sur terre, hein, il est en mer, hein, c'est le lagon. Hein. Vous allez plonger, vous prenez un masque, un tuba, vous allez regarder ce qu'il y a en dessous, c'est magnifique. Déjà, Steve ferait l'effort de prendre des jeunes pour leur montrer comment est le lagon, déjà peut-être que dans la tête, les esprits vont changer et puis peut-être qu'ils préserveront la nature. Je dis bien peut-être. Hein. Le contenu des ateliers de travail de la société civile pourra servir au dossier qui sera destiné aux plus hautes instances. Un rapport sera par la suite transmis au ministère de l'écologie pour que le dossier soit inscrit sur la liste indicative des biens français. Ensuite, un dossier de candidature pour le classement mondial sera établi. Le chemin reste donc encore très long, mais cela pourrait faire reconnaître l'île Lagon à l'échelle mondiale. On nous a rejoint entre-temps Mohamed Mchengoni, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'équipe qui travaille justement sur ce projet d'inscription du lagon de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a vu dans le reportage de très belles images. Alors, on vous pose la question, est-ce que Mayotte a vraiment toutes ses chances, selon vous? Et effectivement, nous avons, sous l'égide du département par délibération, enfin par deux délibérations, c'est important de le préciser, c'est qu'en 2014, il y a eu une première délibération, le 19 septembre, et en 2015, le 9 mars, il y a eu une deuxième délibération. Ça veut dire que les autorités successives, depuis maintenant quelques années, ont compris que Mayotte a cet atout-là et qu'on peut classer le lagon de Mayotte malgré
cette difficulté-là, avec ce beau reportage, on a beaucoup plus vu de richesses que de contraintes, d'où l'intérêt justement de mettre en place un comité, ce qu'on appelle comité projet, projet UNESCO du département, pour essayer de réfléchir à la manière. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a 4 critères importants. Il va falloir, disons que dans la méthode, il y a 4 moments importants. Le premier moment, c'est de pouvoir déterminer par les experts internationaux, bien sûr, que le lagon c'est un site naturel exceptionnel et universel, ce qui est tout à fait démontré aujourd'hui. Le deuxième critère, c'est que l'UNESCO, puisque c'est l'UNESCO qui, en 1972, par sa convention, a dit qu'on peut classer un certain nombre de sites exceptionnels donc, du monde. Le lagon, donc, peut aussi, on va dire, répondre à un certain nombre de critères. Il y en a 10, ces critères d'éligibilité. Ça veut dire que un bien peut être classé soit comme un bien naturel, soit comme culturel ou mixte. Le lagon de Mayotte répond à un certain nombre de critères. Et effectivement, le troisième point qui est important, c'est qu'il y a une reconnaissance internationale forte. C'est une condition aussi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout le travail que le comité a fait aujourd'hui, avec l'apport des experts, qui est quand même important, avec l'appui d'un certain nombre de spécialistes reconnus par l'UNESCO comme étant un élément fort pour aider à ce classement, démontre aujourd'hui qu'il y a une forte chance que ce lagon puisse être inscrit au patrimoine de l'humanité. Les étapes sont très simples, c'est qu'à l'aide de ces travaux-là, nous allons donc demander à la République française de classer le lagon de Mayotte dans ce qu'on appelle les biens français, c'est une première étape. Et l'UICN, qui est l'instance reconnue par la France comme étant les experts en la matière, ils travaillent avec nous. Le département a signé donc une convention avec eux pour pouvoir nous aider. Et justement, notre appel aujourd'hui, c'est qu'ils sont ici sur le territoire actuellement et que le vendredi 4, à partir de 14 h, il y a toutes les associations qui se sentent concernées, les personnalités, individus, privés, publics et tous ceux ou celles qui désirent venir justement écouter, apporter leur contribution, poser les questions, mais aussi donner leurs réflexions, ils sont vivement invités, puisque c'est aussi une des conditions qui ferait que l'international, donc l'UNESCO, pourrait comprendre qu'effectivement la population et les structures institutionnelles sont aussi impliquées. Et cela donc nous ramène au 4e point qui est quand même important à souligner, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement fort de protection et aussi une mesure de gestion et des mesures de gestion, une gestion tout court, mais qui va passer par l'engagement de la population, l'engagement de moyens et l'engagement de tout un chacun pour que le lagon puisse effectivement être classé. Une chose importante que je voulais juste préciser avant de vous laisser poser la deuxième question, c'est qu'effectivement un site peut être classé, mais si on n'arrive pas à démontrer qu'il y a une gestion cohérente et qu'il y a des mesures d'engagement claires au niveau de l'État français, mais au niveau du département et de la population, quand je dis population, c'est association et tous les autres, le label, on va dire UNESCO, peut à terme être même retiré. Justement, avant d'être retiré, est-ce que celui-ci peut être accordé, puisqu'on connaît les problèmes de Mayotte au niveau du lagon? On parle du blanchiment des coraux, on parle aussi de pollution, on parle de la mangrove qui est mise à mal, on a également le braconnage des tortues, on l'a vu dans le reportage qui est passé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui Mayotte a vraiment toutes ses chances, ou alors il faudra faire quelques efforts auparavant avant de pouvoir vraiment avoir ce Graal? Les efforts sont déjà identifiés, puisque nous connaissons déjà ces problèmes-là dont vous parlez. Et aujourd'hui, les experts sont là justement. Est-ce qu'on a les moyens justement de... Oui, tout à fait. Puisque intellectuellement, les gens sont là pour travailler. Financièrement, je pense que si la France a décidé d'inscrire le lagon dans les biens français, ça veut dire qu'il y a un engagement fort de la France. Et c'est ce que nous, au niveau du département et du on va dire, équipe projet, nous voulons démontrer à la France qu'à Mayotte, il y a une volonté et que cette volonté-là existe, et justement parce qu'on va demander le classement du lagon, ça veut dire qu'on va diminuer toutes ces difficultés-là et à terme sauver ce lagon
qui est une richesse inestimable. Et en termes de développement, on l'a vu, le problème qui a été posé avec la piste longue, est-ce qu'aujourd'hui ça ne va pas plus ou moins limiter quelque part le développement de Mayotte? Non, pas forcément. Quand on parle de développement économique ou d'aménagement, ça ne veut pas forcément dire qu'on va détruire. Ça veut dire qu'il faut trouver soit des mesures compensatoires, ce que des fois ne veut rien dire, mais ce qui veut dire qu'on est dans une réflexion commune. Et justement, le 4 mars, le vendredi, quand les gens vont venir, cette question va revenir. Donc, nous sommes prêts à répondre à la question. C'est que c'est justement la population, les associations qui sont engagées, ensemble avec le département et la France, vont trouver les solutions pour pouvoir justement sauver ce lagon et ne plus être dans cette schizophrénie en disant c'est fini. Non, rien n'est fini. On est au bout et justement au début du bout, pour ne pas dire que le bout est encore loin. Juste une indication importante, c'est que ce n'est pas une affaire d'une année ou de 2 années. Quand on a vu par exemple la Nouvelle-Calédonie dont le lagon est classé, c'est en 4 ans. C'est-à-dire l'inscription du bien français, ça s'est passé en 2004 et c'est seulement en 2008 que l'inscription, le classement UNESCO a eu lieu. Ça veut dire que pendant tout ce laps de temps, on a du travail à faire et on demande à toute la population de venir, à toutes les associations et les intéressés de venir. Donc je pense qu'on est prêt et on peut y arriver. Merci beaucoup Mohamed Mtchengoni. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe projet qui travaille sur l'inscription de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21 h sur KTV et à retrouver également sur OM5. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Nicolas Puluen, représentant du groupe Proman, 5e acteur national de l'intérim. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.